un peu pour introduire, je voulais parler de ce qui se passe actuellement et tout. Et bon, bah, je pense que ça choque personne si on dit que aujourd'hui on vit dans un monde sexiste, quoi, voilà. Et genre, nous, à Toulouse, l'extrême droite, elle avait choisi le 22 novembre pour faire une manifestation. Et dans le cortège, certes tout à fait petit, de 25 personnes voilà, dans cette manifestation, bah, il y avait quand même Némésis, et qui scandait comme réponse aux violences sexistes et sexuelles une seule solution, la remigration. Bon, voilà, ça fait rêver. Alors bon, premièrement, nous, ce qu'on a envie de répondre, bah, c'est des chiffres concrets. Autrement dit, les VSS sont commises par 62% du temps par des personnes connues de la victime. Autrement dit, l'immigration n'a rien à voir avec les VSS, quoi. Et bon, bah, deuxièmement, la lutte féministe, elle doit être internationale, sinon elle est vaine, quoi. Alors là, j'ai utilisé un exemple un peu extrême qui est celui de Némésis, mais en fait, les seules propositions qui sont posées face aux VSS et aux féminicides, c'est rien. Et cette année, le nombre de féminicides est plus important que celui de l'année dernière. On parle de 138 femmes mortes sous les coups de leur conjoint ou ex-conjoint. Et les politiciens et gouvernements successifs se disent effarés par cette situation de violence faite aux femmes. Et ils ne cessent de promettre de nouvelles mesures, mais la vérité, elle est celle-là, quoi. Les plaintes pour violence dans les familles sont classées sans suite, les unes après les autres. Les moyens mis dans l'accueil d'urgence pour les femmes et enfants sont toujours aussi ridicules, alors qu'à l'inverse, par ailleurs, de l'argent mis dans l'armée, on devrait s'habituer à y envoyer nos supposés futurs enfants pour qu'ils meurent au combat dans quelques années. Voilà, c'est ça qu'on a eu récemment comme discours, voilà. Bah, en fait, bon, bah, voilà, l'argent, il est mis là-dedans. Et la violence, c'est aussi celle de l'exploitation au travail. Les femmes ont en moyenne 25% de moins, 25% de moins comme salaire que les hommes. Elles sont souvent reléguées à des postes moins valorisés et moins payés, ce qui représente une véritable ségrégation professionnelle. Elles sont aussi plus touchées par le chômage, surtout chez les ouvrières, et par le temps partiel imposé. En fait, c'est ça qu'on propose aux personnes victimes de VSS. Tout d'abord, rien, avec des classements sans suite. Puis sinon, une précarité terrible, donc des conditions de travail plus rudes. Ça veut dire qu'en fait, matériellement, en fait, les femmes, elles se retrouvent au foyer souvent un peu accrochées à leur mari du fait des conditions matérielles, parce qu'ils gagnent plus d'argent, etc. Et donc voilà, ils sont dans la nécessité un peu. Et sinon, les prises en charge dans les centres d'accueil, bah, comme j'ai dit, sont ridicules. Et si elles vont malgré tout jusqu'au bout et portent en justice leur bourreau, c'est avec l'aide d'une justice bourgeoise qui individualise le problème des violences conjugales, avec non pas une justice réparatrice mais punitive. Résultat, il arrive, et pas que rarement, que des victimes meurent sous les coups de leurs conjoints qui avaient pourtant été envoyés en prison. Donc en fait, voilà, la solution, elle est, en fait, malgré tout, vous risquez la mort, quoi. Et si on regarde à l'international, les guerres tuent des milliers de femmes et d'enfants, comme en Palestine. Au Soudan, c'est le viol qui est utilisé comme arme de guerre sur des milliers de femmes, mais des fois aussi sur des enfants. Le monde du capitalisme ne manque pas d'exemples dégueulasses qui démontrent à quel point le sexisme et le capitalisme avancent main dans la main. Le capitalisme se nourrit de chaque oppression pour appuyer son pouvoir. Quoi de mieux pour les patrons que de mal payer la totalité des salariés, mais plus particulièrement une partie des salariés, pour toujours maintenir plus bas les salaires. Quoi de mieux pour le patron que de nourrir chez l'ouvrier français la haine de l'ouvrière étrangère, pour que ces deux ne se rendent pas compte qu'ils ont qu'un seul et même ennemi, le patron. Alors oui, on peut tout tenter de nous faire croire que sous le capitalisme, l'égalité homme-femme existe, et qu'il faut avoir confiance au temps et aux réformes qui, au fur et à mesure, permettraient, comme par magie, l'émancipation des femmes. Mais les droits des femmes sous le capitalisme ne cesseront jamais d'être mis en question. Il suffit de voir aux États-Unis le droit à l'IVG, etc., qui est remis en question dans certains États. Et en plus, de quelle émancipation on nous parle sous le capitalisme? La liberté soit de se faire exploiter ou de pouvoir exploiter des milliers de travailleurs et de travailleuses. Parce qu'en fait, c'est de ce féminisme-là que se targue la bourgeoisie. C'est les femmes bourgeoises ont le droit, au même titre que les hommes, de devenir des patronnes, voilà. Et du coup, en fait, de surexploiter la plus grande partie de la population, quoi. Nous, notre féminisme, il est internationaliste et communiste, non pas parce qu'on trouve ça stylé, même si c'est stylé, mais parce que c'est le seul et unique moyen par lequel on pourra advenir à une réelle égalité des hommes et des femmes. Et ça, on peut le dire, et c'est ce qu'on va dire un peu avec ce topo, démontrer tout ça. En fait, seule la classe ouvrière peut mettre en place un gouvernement à même d'émanciper la femme.
Oui, voilà. Donc on a choisi un peu de démontrer ça par la politique notamment de la Troisième Internationale sur la question de l'émancipation des femmes. Et pour bien comprendre l'orientation menée par les révolutionnaires dans cette période-là, il faut revenir un peu quand même sur les politiques défendues par la Première puis la Deuxième Internationale quand même, qui posent certaines bases extrêmement importantes pour nous, même encore aujourd'hui. Déjà, le développement du capitalisme, suivi de la prise de pouvoir par la bourgeoisie, en fait, ça va apporter des changements importants dans les conditions de vie des femmes. En effet, avant, sous le féodalisme, les femmes, elles étaient confinées à une production purement domestique dans la sphère du foyer, quoi. Donc les vêtements, les repas, pour l'usage de la famille. Et en fait, le capitalisme, par le développement de l'industrie, il va externaliser cette production-là, la sortir de la sphère du foyer, puisque maintenant, ce qui était produit dans la sphère domestique, maintenant va être fabriqué industriellement, vendu à des prix beaucoup plus bas sur les marchés, donc il n'y aura plus d'intérêt à ce que ça soit une production purement domestique en tant que telle. Et par ailleurs, cette industrialisation-là, en fait, va appeler en masse les femmes à l'usine pour répondre en fait aux besoins croissants de main-d'œuvre pour cette production-là. Et donc en fait, en gros, la nouveauté pour les femmes apportée par le capitalisme, c'est le travail salarié. Les machines, elles ne demandent ni qualification, ni force musculaire. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le patronat, il peut embaucher en fait n'importe qui. Les femmes, les enfants. Et les faibles exigences en matière de salaire, elles sont super appréciées par les patrons, vous imaginez. Les salaires des hommes, par ailleurs, ils sont tellement tirés vers le bas que ça suffit rarement pour nourrir toute la famille, quoi. Et donc en fait, ça met une pression supplémentaire à ce que les femmes et les enfants trouvent un travail à cette période-là. Et du coup, ça a quoi comme conséquence? C'est qu'à cette époque, du coup, un tiers de la population active, c'est les femmes en fait. Les conditions de travail pour les femmes, elles sont extrêmement dures, parce que non seulement elles sont forcées à trouver du travail, mais elles sont évidemment moins bien payées que les hommes, puisqu'en fait leur salaire, il est calculé comme des salaires d'appoint, c'est-à-dire pour satisfaire des besoins individuels, pour compléter, quoi, alors que le salaire des hommes, lui, il est calculé pour nourrir toute une famille. Vous voyez? De plus, leur travail, il est extrêmement précaire, parce que c'est souvent des tafs journaliers, en fait, sur des emplois qui sont très peu qualifiés, donc ça les rend facilement remplaçables. Et du coup, le taux de chômage chez les femmes est beaucoup plus élevé que chez les hommes. Et évidemment, en plus du travail salarié, elles doivent toujours s'occuper des tâches domestiques, le linge, les enfants, la nourriture. Voilà. Les différences entre les ouvriers et les ouvrières, dans leurs conditions de travail, elles sont mises en place consciemment par les patrons pour créer et exacerber des divisions dans la classe ouvrière. Par exemple, ils utilisent régulièrement les femmes pour casser les grèves des hommes. Bah oui, elles sont plus au chômage, elles ont plus besoin de travailler, donc on les utilise pour casser des grèves. Et d'ailleurs, pour cette raison-là, les femmes, en fait, elles ont une réputation de briseuses de grève dans le mouvement ouvrier sur ça. Il arrive aussi extrêmement régulièrement que pendant une grève, les patrons ils proposent une augmentation de salaire aux hommes et non aux femmes, ou l'inverse, pour diviser et forcer le retour au travail. Donc voilà, il y a vraiment une division, je veux dire, un peu artificielle, provoquée, consciente, de la classe ouvrière sur les différences hommes-femmes dans leurs conditions de travail. Au 19e siècle, les femmes, du coup, elles accèdent au salariat, mais en fait, c'est tout le prolétariat qui s'impose comme une classe sociale avec des intérêts propres, par ses moyens de lutte et ses revendications. C'est la montée des idées socialistes aussi, et des organisations ouvrières qui portent d'abord des revendications syndicales, mais pour devenir ensuite de plus en plus politiques et poser même la question en fait de la prise de pouvoir. L'Association internationale des travailleurs, qu'on appelle aujourd'hui la première internationale, elle se développe avec la volonté de coordonner toutes ces luttes-là, des ouvriers, à travers le monde. Donc dedans, il y a tous les courants de l'époque, des syndicalistes purs, des anarchistes, en passant évidemment par les socialistes scientifiques, donc Marx et Engels. Au sein de la première, il y a quand même un débat en fait sur le travail des femmes et surtout en fait autour de est-ce qu'on l'interdit ou pas. Voilà, bon ça paraît un peu surprenant. Sur ce que disent un peu les socialistes scientifiques sur la conception matérielle de l'histoire que Marx et Engels ils sont en train
d'élaborer. En gros, l'idée développée, c'est que l'oppression des femmes, elle n'est pas du tout liée à des conditions biologiques, évidemment, mais plutôt ancrée dans le développement des sociétés de classe. Pour Engels, par exemple, le besoin pour les classes dominantes de s'assurer l'héritage de leurs privilèges de classe, donc la succession, ça donne en fait le besoin de contrôler leur descendance et donc le corps des femmes, par exemple. Mais on voit bien que le capitalisme, il change en fait quand même la nature de l'oppression des femmes. Marthe Bigot, elle dira, qui est une militante française dans la Troisième Internationale, elle dira en 1920 que en fait, la femme n'a découvert sa propre valeur que lorsqu'elle a reçu un salaire. Parce que ça veut dire que toute dépendance économique devient alors servitude, toute protection devient une tyrannie. Parce qu'on comprend que pour les marxistes, le capitalisme, il permet d'envisager la libération des femmes, parce que le travail salarié contribue à désagréger la vieille organisation familiale, qui est la cellule de base de la vieille société, et voilà, pose un peu des bases matérielles à leur émancipation. Marx, il écrit dans le Capital que la grande industrie, grâce au rôle qu'elle assigne aux femmes et aux enfants en dehors du cercle domestique, elle en crée en fait quand même aussi les nouvelles bases économiques sur lesquelles pourra s'élever une forme supérieure de la famille et des relations entre sexes. Les marxistes, ils vont du coup revendiquer l'accès au travail des femmes, un salaire égal, et l'organisation commune des femmes et des hommes dans le mouvement ouvrier. Et ils vont porter en fait ce discours-là dans la première internationale, au premier congrès. Malheureusement, ils seront minoritaires en fait, parce que la position qui sera prise par la première internationale, c'est l'interdiction, c'est la condamnation du travail des femmes, parce que du coup, elles deviennent briseuses de grève, etc. Nous, ce qu'on doit quand même retenir sur la première internationale, c'est que du coup, leur entrée dans l'industrie pose les bases matérielles de leur émancipation par la lutte du mouvement ouvrier vers l'abolition du système capitaliste. Plus tard, sous la deuxième internationale, il va y avoir d'autres débats qui ont lieu, qui sont extrêmement importants aussi, parce qu'en fait, dès son développement, la bourgeoisie, elle permet d'envisager des nouveaux rapports entre les hommes et les femmes. Il va y avoir des penseuses au XVIIIe siècle qui vont commencer à écrire sur l'émancipation des femmes et revendiquer des nouveaux droits. Il y a beaucoup d'organisations féministes avec des perspectives, des méthodes de lutte, d'organisations extrêmement diverses qui vont se développer. Et il y aura des congrès internationaux des féministes qui vont être organisés pour coordonner, faire le lien entre toutes ces féministes. Mais en fait, il y a beaucoup de participantes qui viennent à ces congrès internationaux. Mais ces congrès-là, ils refusent en fait de mettre en avant un programme très strict parce que ça nuirait à l'unité. Et du coup, en fait, ils ne vont jamais réussir à coordonner des mobilisations internationales, enfin voilà, une vraie coordination pertinente, quoi. Les mouvements féministes bourgeois, ils vont tenter un rapprochement avec les organisations de la classe ouvrière pour unifier les femmes sur la question du féminisme. Mais en fait, les organisations de la classe ouvrière, elles vont être extrêmement délimitées de cette position-là. Kollontai, dirigeante du parti bolchevique en Russie, elle va expliquer ces divergences d'intérêts entre les femmes bourgeoises et les prolétaires. Parce qu'en fait, selon les féministes, donc les femmes bourgeoises, à l'époque on ne revendiquait pas le terme féministe, la question des femmes, c'est une question de droit et de justice, de dignité. Selon les femmes prolétaires, la question des femmes, c'est une question de bout de pain pour manger. Donc on voit bien en fait que les revendications les plus mises en avant par la question des féministes bourgeoises, c'est la question de la dignité. Elles veulent être reconnues comme des humains, au même titre que les hommes, mais en fait, c'est très déconnecté de la réalité de la vie des ouvrières, pour qui, en fait, la dignité, c'est quoi ? C'est la fin du travail exploité. Enfin, vous voyez. Rosa Luxembourg, elle va encore plus loin dans sa critique des femmes bourgeoises, parce que, notamment dans sa caractérisation de ce que c'est une femme bourgeoise, à l'opposé des ouvrières, qui, elles, sont intégrées dans le système de production de la société, et qui sont économiquement indépendantes, en fait, de par leur salaire, de par leur place dans l'appareil de production. Les femmes bourgeoises, elles sont rien d'autre que des co-consommatrices de la plus-value que leurs hommes, les bourgeois et capitalistes, extorquent au prolétariat. En fait, ça fait d'elles les parasites des parasites du corps social, et ça veut dire qu'en gros, elles ne peuvent que faire partie de la réaction.
parce qu'elles profitent de l'exploitation sans faire partie de la production sociale. Pour elles, cette situation de parasite, c'est une oppression en soi, parce qu'elles n'ont pas de destin en propre. Voilà, c'est les sensus des sensus. Hein. Et c'est pour ça que en fait, leurs revendications, ça va être le droit d'avoir leur propre place dans le système d'exploitation, le droit d'étudier, le droit de vote, le droit à la propriété, le droit à la propriété privée des moyens de production, etc. Donc, même si elles subissent une oppression, en fait, les perspectives de lutte des féministes bourgeoises et des ouvrières sont très différentes. Pour les ouvrières, l'émancipation n'est pas possible sans l'émancipation du capital. Voilà, pas le droit d'être exploité de façon égale avec les hommes. Donc en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut organiser les femmes dans le mouvement ouvrier. Donc, en 1989, la Deuxième Internationale est fondée, aussi nommée Internationale Socialiste, et elle se base sur la question de l'indépendance de classe. Et c'est Clara Zetkin en fait qui fait son premier discours public au congrès de fondation de la Deuxième Internationale. Elle devait le faire sur les conditions de vie et le travail des femmes, mais en fait à la place, elle aborde le principe du travail des femmes et la place qu'elles doivent prendre dans la lutte des classes. Elle dit principalement deux choses extrêmement importantes. C'est que l'accès du coup récent aux femmes, l'accès au travail pour les femmes, c'est un moteur de leur émancipation, comme on l'a vu plus haut, parce qu'elles ne dépendent plus économiquement des hommes. Mais par contre, ça veut dire qu'elle devient comme l'homme, exploitée par le capitaliste. Et deuxièmement, ça prouve que l'émancipation des femmes, dans ces conditions-là, ne pourra être atteinte que par la lutte des classes, par la fin du système capitaliste. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que de là, on découle une séparation extrêmement claire, même organisationnelle en fait, entre les femmes prolétaires et les femmes de la bourgeoisie. Et du coup, à l'époque, en fait, elle refusait les femmes prolétaires de se faire appeler féministes, quoi, parce que c'était revendiqué par les femmes de la bourgeoisie. La Deuxième Internationale, elle adopte dès ses débuts, comme ligne politique, le combat pour l'accès égal au travail des femmes et leur invitation surtout à rejoindre les organisations socialistes. L'Internationale socialiste, elle organise son propre congrès international socialiste des femmes en 1907. Donc en 1907 se tient le premier congrès de l'Internationale socialiste des femmes. Il y a 59 membres et il instaure l'égalité des droits entre hommes et femmes dans toutes les organisations socialistes, le droit pour les femmes de voter, de se faire élire à toutes les échelles de ces organisations. Et tout au long de son existence, la Deuxième Internationale, elle va porter des politiques spécifiques pour s'adresser et recruter des ouvrières. C'est des journaux, des syndicats qui vont être lancés. Le mouvement des femmes socialistes, il considère que sa tâche principale, c'est la propagande socialiste parmi les femmes du prolétariat. Et donc cependant, la distinction entre féministes bourgeoises et l'organisation des femmes socialistes, elle n'empêche pas la question du vote des femmes de se poser, parce que c'était un débat central dans la période, la question du vote des femmes. Et par ailleurs, ça domine aussi les débats à l'intérieur de l'Internationale socialiste. Pour Luxembourg, le suffrage féminin, c'est une manière de politiser les ouvrières, d'augmenter la conscience de classe et donc la possibilité d'une révolution prolétarienne. Une question qui revient beaucoup, c'est celle du rapport entre les révolutionnaires et les revendications qui sont démocratiques. Soutenir et porter des revendications qu'on appelle transitoires, c'est-à-dire qui sont quand même le vote des femmes, mais intégré dans la démocratie bourgeoise, dans le capitalisme par exemple, c'est un moyen de mettre des masses en mouvement dans des luttes collectives qui pourraient par la suite se poser la question de la révolution en fait. Lénine d'ailleurs il dit sur ça que toute la démocratie consiste dans la proclamation, la réalisation de droits qui sont de fait difficilement réalisables et par ailleurs très conditionnels, de façon très conditionnelle sous le capitalisme, mais qu'en fait sans cette proclamation-là, sans que la lutte pour les droits soit menée immédiatement, sans délai, de façon massive, sans que les masses soient éduquées en fait dans l'esprit de cette lutte-là, en fait le socialisme il est impossible. Clara Zetkin en 1907 elle dit nous exigeons des droits politiques égaux à ceux des hommes, mais ça pour participer, en fait, pouvoir participer sans restriction légale à la lutte pour la destruction de cette société. Enfin, vous voyez un peu l'utilité quand même de ces revendications transitoires pour mettre en mouvement les masses. Lorsqu'éclate la Première Guerre mondiale, en fait, ce qui se passe, c'est que la Deuxième Internationale, elle trahit un peu sa ligne politique, se range derrière la bourgeoisie en votant les crédits de guerre. Et en fait, l'Internationale socialiste des femmes, elle fait partie des dernières organisations
à défendre l'internationalisme, à se positionner contre cette guerre-là, en fait. La conférence de l'internationalisme socialiste des femmes, qui se tient en 1915, adopte en fait un manifeste de guerre à la guerre, qui sera diffusé clandestinement dans tous les pays d'Europe. Tout ce que je viens de vous raconter là sur le deuxième international, en fait, ça montre quoi? Ça montre que, en contradiction avec les féministes bourgeoises, l'organisation des femmes socialistes, elle a fait le choix de l'indépendance de classe en tout temps ou en tout lieu comme boussole centrale de leur politique et de leur intervention. Et ça, en fait, c'est un acquis qui va rester aussi central dans la politique de la troisième internationale, de façon générale, dans sa politique au sein de la classe ouvrière et pour l'extension des acquis de la Révolution russe, mais aussi spécifiquement sur la question de l'émancipation des femmes. Voilà, et ça, je vais laisser Charlotte vous l'expliquer. Donc, 1917, voilà, en Russie, il y a des grands mouvements de grève qui font trembler le gouvernement tsariste, etc. Et c'est le 8 mars que les travailleuses du textile vont se mettre en grève, sortir dans la rue et emmener avec elles les travailleurs de la métallurgie. Ce qui est intéressant de voir aussi, c'est que durant cette période, il y a une partie du parti bolchevique qui pense qu'il ne faut pas lancer une mobilisation pendant la journée du 8 mars, en fait parce que ça pourrait, il pourrait y avoir le risque que s'il y a une révolte mais qu'elle n'est pas suivie, en fait cette révolte elle soit largement réprimée. Et du coup, en fait les femmes du textile, il y avait un bolchevique qui était venu leur dire non mais ne faites pas la grève, laissez cette, ne faites rien quoi. Non, mais les femmes du textile, qui étaient des travailleuses particulièrement respectées parce que ce métier était vraiment parmi les plus rudes physiquement, vont quand même se mettre en grève. Et finalement, elles avaient bien raison parce qu'elles vont lancer la révolution en Russie et mettre fin au gouvernement tsariste. Elles vont jouer un rôle particulièrement important dans les premiers jours de la Révolution. Par exemple, il y a des descriptions assez folles des jours qui suivent le 8 mars, où des femmes, en fait, elles vont s'accrocher au fusil des soldats et faire en sorte que les soldats tirent pas sur la foule, quoi. Et ces mêmes soldats qui, le lendemain, vont lâcher leur fusil et se mettre à côté du prolétariat pour mettre fin au régime tsariste, quoi. Tout au long de la Révolution, les femmes vont avoir donc un rôle important. Elles vont s'investir dans les réunions, dans les manifestations, etc. Dans le parti bolchevique, les femmes vont même produire leur propre journal à Petrograd, qui s'appelle L'Ouvrière, qui va soutenir le principe du salaire égal pour un travail égal, critiquer les propositions de licenciement des femmes mariées formulées par certains syndicats et dénoncer le harcèlement sexuel des ouvrières sur leur lieu de travail. Pour moi, savoir que ce journal a été créé pendant cette période, ça m'a permis de voir à quel point, autant que les femmes avaient un rôle primordial en tant que travailleuses sur le champ politique, mais que les bolcheviks aussi étaient vraiment tournés vers les femmes et que ça n'était pas juste le féminisme, on verra ça plus tard, après la Révolution, etc. C'est genre une question primordiale, voilà. Avec la révolution prolétarienne d'octobre, plusieurs lois vont être mises en place. Parmi les premières réformes mises en place par le gouvernement soviétique, Kollontai, qui est commissaire du peuple, va établir une multitude de droits. Donc, instauration du mariage laïque, le divorce est légalisé sur la demande d'un des deux ou des deux personnes concernant le mariage. Interdiction du travail de nuit par les femmes et les enfants de moins de 16 ans. Droit à l'avortement libre et gratuit, qui va réellement être mis en place en 1920 et qui est quand même le premier pays à le légaliser, quoi. Affirmation de la volonté de créer un réseau de crèches et de jardins d'enfants. Légalisation de l'homosexualité et instauration d'une pause de 10 minutes toutes les 3 heures pour les femmes qui ont des bébés pour pouvoir allaiter leur bébé, quoi. Et cette dernière réforme dont je parle, ce qui est intéressant à voir, c'est que ça faisait plusieurs années qu'elle était demandée par les travailleuses. Autrement dit, quand Kollontai, elle demande tout ça, quand les soviets prennent le pouvoir et mettent en place ces réformes, c'est pas parce que ça serait un gouvernement plus gentil qu'un autre gouvernement, c'est parce que ce sont les travailleurs et les travailleuses qui vont mettre en place des lois qui sont dans leurs propres intérêts. La fin du capitalisme et le pouvoir du prolétariat est indispensable et la première condition pour des conditions de vie et une égalité des hommes et des femmes réelles, quoi. C'est dans ce contexte de guerre civile donc après il y a la guerre civile, voilà. Et donc c'est dans ce contexte de guerre civile que l'internationale communiste, la troisième internationale, va être fondée en 1920. L'armée rouge fait face aux armées impérialistes depuis 1919
La guerre civile met à plat l'économie, déjà bien maigre sous le régime tsariste de la Russie. Il y a une famine, certains sont au front et d'autres travaillent. Ces conditions extrêmes ne permettent pas de mettre en place les réformes que s'était fixées le gouvernement soviétique. Par exemple, la question de la collectivisation des tâches du foyer, par exemple les crèches, les restaurants collectifs, etc., ont du mal à se concrétiser. Ça existe, notamment les cantines, mais il n'y en a pas beaucoup, il n'y en a pas à foison. Les journées de travail sont longues et il y a une famine. Quant aux populations, surtout urbaines, une grande partie, particulièrement chez les femmes, reste analphabète. Mais malgré ce contexte historique, le parti bolchevique va faire des conditions des femmes une priorité. Donc Lénine il dira à Clara Zetkin « Nous ne pouvons pas exercer la dictature du prolétariat sans avoir des millions de femmes avec nous. Nous ne pouvons pas non plus entreprendre la construction du communisme sans elles. Nous devons trouver les moyens de les atteindre. Nous ne voulons pas d'organisation séparée des femmes communistes. Une femme communiste appartient au parti de la même façon qu'un homme communiste. Ils ont les mêmes droits et les mêmes devoirs. Cependant, nous devons voir la réalité en face. Le parti doit avoir des organes ayant comme but spécifique de mobiliser les larges masses des femmes. » Autrement dit, sans une révolution prolétarienne, la femme ne pouvait pas s'émanciper. Mais la révolution adviendrait jusqu'au bout si la moitié du prolétariat s'emparait de cette révolution-là, quoi. Mais cette question, au-delà de se la poser pour les femmes russes, elle se pose évidemment internationalement. La question de l'émancipation de la femme et de sa participation à la révolution est primordiale et indénouable de la révolution internationale. L'internationale communiste va donc tenter de mettre en place des organisations qui se posent spécifiquement la question du rôle de la femme et de son émancipation. Donc, comme l'internationale communiste des femmes. L'ICF donc, a pour intérêt de mobiliser les femmes autour des perspectives communistes et de la lutte des classes à l'échelle internationale. Donc cette ICF est créée en 1920 et elle est liée à l'internationale communiste, a pour but de mobiliser les femmes autour des perspectives communistes et de la lutte des classes. Elle a son propre secrétariat, donc le secrétariat international aux femmes, dirigé par Zetkin, et a également son propre organe de presse, dirigé également par Zetkin à Berlin, qui sert d'outil de propagande et de transmission des informations sur le mouvement des femmes dans le monde et la description de ce qui est mis en place en URSS, et notamment pour promouvoir la Journée internationale de la femme. La première conférence des femmes communistes a décidé d'établir également au sein des partis des institutions d'agitation spéciales pour les femmes, un peu à l'image du Zetnodel en URSS, que j'expliquerai un peu plus tard. La majorité des partis se sont alors dotés de structures de travail pour les femmes, avec un degré important de liberté d'initiative. Le parti va appeler à l'action des femmes elles-mêmes. Le rôle de cette ICF était de faire en sorte que les femmes intègrent les partis communistes, qu'elles se forment en tant que dirigeantes capables de jouer un rôle dans la construction d'une nouvelle société. En 1921, lors d'une réunion de l'Internationale communiste, Alexandra Kollontai défend un plan d'attaque contre les habitudes sociales pour entraîner les femmes qui, par leur place dans l'ancienne société, n'ont pas confiance en elles. Donc, pour revenir spécifiquement à la Russie, le gouvernement soviétique met en place concrètement, malgré les difficultés économiques causées par la guerre civile, des réformes, comme on l'a vu dès le début, mais il ne va pas... il va clairement pas s'arrêter là à écrire des réformes et ne rien faire. Il va donner des conditions matérielles aux femmes pour que les charges que représente le foyer soient beaucoup moins pesantes. La deuxième conférence de l'Internationale communiste des femmes commence par une illustration de la collectivisation des tâches du foyer en Russie. Donc elle dit « Nous avons vu dans les bois qui entourent Moscou les somptueuses villas des riches transformées maintenant en crèches d'enfants dans lesquelles les enfants des travailleurs, heureux et bien portants, vaguent en toute confiance à leurs jeux et à leurs études. Nous avons visité des dispensaires, des maisons pour les mères, des maisons de repos et de convalescence pour les ouvriers, des maisons d'éducation et d'autres établissements institués dans les palais de avant nobles et dans les demeures luxueuses de la riche bourgeoisie qui exploitait les travailleurs jusqu'au bout, où les prolétaires eurent saisi le pouvoir dans leurs mains. Nous avons assisté aux séances des conseils dans lesquelles les femmes et les hommes sont à voix égale et prennent une part identique au gouvernement du pays. Et ce ne sont là que quelques-unes des réalisations que la révolution prolétarienne a apportées en Russie aux travailleuses. Mais c'est loin d'être tout. Le parti bolchevique se donne pour objectif de faire entrer les ouvrières paysannes ménagères ou employées dans toutes les organisations liées aux soviets.
Il veille à ce que les ouvrières soient élues au conseil d'industrie. Il faut que les femmes soient élues à tous les niveaux d'organisation de la production. Le parti demande à des militantes d'aller travailler comme ouvrières ou employées là où il y a un grand nombre de femmes pour y faire de la propagande et tenter d'y modifier les habitudes, notamment grâce au journal L'Ouvrière dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est un vrai outil de politisation en fait, pour les travailleuses. Il y a des articles assez étonnants de modernité traitant de la situation, en fait, des problèmes qu'on a encore actuellement, donc les violences conjugales, le harcèlement sexuel, ou des difficultés pour les femmes en lutte d'obtenir le soutien actif de leurs camarades masculins. Dans les usines mixtes, l'État encourage des femmes à participer à l'égal de les hommes à la vie du soviet. Le parti a aussi une politique vis-à-vis des femmes au foyer. Chaque militante doit passer au moins une fois par semaine chez une dizaine de ménagères afin de faire la propagande pour l'égalité et tenter d'associer le maximum de femmes au fonctionnement de l'État ouvrier. Donc Lénine, il disait « chaque cuisinière doit apprendre à diriger l'État ». Voilà. C'est dans cette envie de faire en sorte que les femmes se politisent et s'approprient le champ politique que le parti bolchevique va créer le Jetnodel, dirigé par Inessa Armand et Alexandra Kollontai, qui étaient aussi commissaires du peuple pour les affaires sociales au sein du gouvernement soviétique. Donc, qu'est-ce que le Jetnodel? C'est un département du travail parmi les femmes. Cet organe devient rapidement le porte-voix des revendications féminines en URSS. Les animatrices du Jetnodel sillonnent les routes de Russie, donnant des conférences qui attirent des milliers de femmes, tandis que le département soutient la création de crèches et de cantines sur les lieux de travail et encourage la mise en place de coopératives d'achat ou de fermes collectives. Pour de nombreuses femmes du peuple, le Jetnodel constitue leur premier lieu de formation technique et politique. Le Jetnodel est accompagné de commissions spéciales dans toutes les instances de l'organisation qui sont des outils d'intervention propres, coordonnées entre elles, mais ne sont pas indépendantes du reste du parti. Et ça, c'est important de le comprendre. Le Jetnodel est un outil du parti. C'était une instance intégrée au parti bolchevique parce que la lutte pour l'émancipation des femmes est intégrée à la lutte révolutionnaire pour l'abolition du capitalisme. Et bon nombre de femmes l'ont bien compris, et elles vont participer à la guerre civile en collectant des dons pour l'effort de guerre, en prodiguant des soins aux soldats blessés ou en participant à divers corvées. Plusieurs militantes partent au front. Là, elles sont nombreuses à occuper le poste nouvellement créé de responsable politique, dont la tâche est d'expliquer les enjeux politiques de la guerre civile aux soldats. Donc, comme on l'a vu, malgré les conditions matérielles catastrophiques de l'URSS dues à la guerre civile, le gouvernement soviétique et le parti bolchevique vont malgré tout tenter de donner des conditions de vie bien meilleures aux femmes. Et pour ça, on l'a vu, l'analyse politique va être de pas seulement considérer la femme comme seulement exploitée en tant que prolétaire, mais aussi de constater que le foyer représente pour elle une double charge. Les solutions vont alors être notamment celles de la collectivisation des tâches du foyer. Kropotkin, il disait « Émanciper la femme, ça n'est pas lui ouvrir les portes de l'université, du barreau et du parlement, c'est toujours sur une autre femme que la femme affranchie rejette les travaux domestiques. Émanciper la femme, c'est la libérer du travail abrutissant de la cuisine et du lavoir, c'est l'organiser de manière à lui permettre de nourrir et d'élever ses enfants, si bon lui semble, tout en conservant assez de loisirs pour prendre sa place de la vie sociale. » En gros, il ne suffit pas de juste dire « les femmes ont le droit de faire tant ou tant ». Il faut leur donner les moyens matériels de ne plus avoir les charges du foyer. Et tout ça, va être mis en place par la collectivisation, création de crèches, etc. etc. Voilà, la question des conditions matérielles se pose non seulement pour avoir une réelle égalité femmes-hommes, mais c'est aussi et surtout dans la suite de la politique de l'internationale communiste des femmes. Les femmes doivent s'investir dans la politique et pour ça, il faut donc leur donner les conditions matérielles pour qu'elles aient le temps. Mais si les conditions matérielles sont nécessaires et la première condition à l'émancipation de la femme, ce que partage Trotsky dans un bouquin qu'il a écrit qui s'appelle Les questions du mode de vie, c'est que ça n'est pas suffisant. L'égalité homme-femme ne découle pas de façon évidente d'une société socialiste ou soviétique. En fait, les habitudes individuelles basées sur les inégalités du vieux monde continuent pendant un temps. Elles font partie du quotidien.
Par exemple, Trotsky, dans son texte, il parle de plusieurs aspects du quotidien qui peuvent paraître insignifiants. Et bon, parmi plusieurs exemples, il y a celui du langage qui me semble intéressant à citer. Il dit « La révolution n'est pas une révolution si de toutes ses forces et par tous les moyens, elle ne permet pas à la femme doublement et triplement aliénée de se développer personnellement et socialement. La révolution n'est pas une révolution si elle ne porte pas plus d'intérêt aux enfants. Et peut-on créer une vie nouvelle, fondée sur le respect mutuel, sur l'égalité de la femme, sur un véritable souci des enfants, dans une atmosphère où résonne, gronde, éclate le langage grossier des maîtres et des esclaves. Il est nécessaire pour la culture de l'esprit de lutter contre la grossièreté du langage, autant qu'il est nécessaire pour la culture matérielle de combattre la saleté et les poules. » Bon, c'est un peu anecdotique et tout, mais le contexte un peu de ce texte, en gros, Trotsky il écrit ça en 1923, et il parle du langage châtié, voilà, dans le prolétariat et la paysannerie, en gros, bon, les insultes, et que c'était principalement des insultes sexistes contre les enfants, racistes ou xénophobes. Du coup, ça fait partie des violences qui touchent les femmes. Et tout ce texte, sans trouver de réponse toute faite, dit ça. Il y a plusieurs choses du quotidien, donc le langage, l'éducation, le foyer, etc., où la femme, malgré les conditions de vie qui ont évolué, donc avec collectivisation des tâches, etc., ben reste dans des conditions sociales inégales à l'homme. Ce qui est intéressant, c'est qu'il dit il n'y a pas de formule magique. Du coup, Trotsky, dans son texte, il va inciter chez les bolcheviks les plus conscients à essayer plusieurs modèles de collectivisation, de fonctionnement de vie, pour voir ce qui permet le plus l'égalité homme-femme, etc. En gros, il incitait parce qu'en fait, ça existait déjà en pratique. Par exemple, les rédactrices du journal L'Ouvrière, dont je parlais un peu avant, elles font la promotion dans leur journal des expériences de réorganisation de la vie familiale, comme des appartements communaux, des établissements de services comme les crèches et les cafétérias, ou des fermes collectives gérées par les femmes. Bon, en gros, c'est un peu des collectifs... comme en Ariège actuellement, mais juste pour de vrai, où genre il y a des vraies choses qui sont mises en place et où on réfléchit à échelle d'une société entière, quoi. Voilà. Mais on le sait, la Russie révolutionnaire sort exempte de la guerre civile. La vague révolutionnaire qui traverse l'Europe n'aboutit nulle part. La Russie communiste se retrouve isolée dans une période de réaction politique générale en Europe. Par conséquent, le nouveau pouvoir doit tenir seul pour préserver les possibilités politiques d'une prochaine montée révolutionnaire. La bureaucratie qui fait fonctionner l'État soviétique russe prend peu à peu le pouvoir et s'émancipe du contrôle des masses ouvrières, épuisées par les 7 années de guerre, de révolution et de guerre civile. Les dirigeants staliniens rompent avec la tradition révolutionnaire en éliminant toute la vieille garde bolchevique. La stalinisation et la bureaucratisation du RSS signent aussi la fin de la transformation importante des idées entourant le rôle des femmes et la structure familiale. Les idées d'amour libre, de destruction de la famille bourgeoise, de vie communautaire ou de prise en charge collective des enfants proposées par les militants comme Kollontai sont désavouées par le parti à la fin des années 20. La nouvelle famille soviétique qui se développe dans les années 30 est une famille nucléaire, un modèle très proche de l'idéal bourgeois de la famille. L'abandon progressif de la démocratie au sein du parti au cours des années 1920 s'est nécessairement traduit par le recul des droits des femmes dans la société. Par exemple, en 1936, la même année où commencent les procès de Moscou, la dictature stalinienne interdit l'avortement et il y a aussi l'homosexualité qui a de nouveau été pénalisée quelques années avant, en 1934. Tout ce condensé politique-là, les expériences de la première, de la deuxième et de la troisième internationale sont très utiles en fait pour nous, pour notre pratique militante aujourd'hui, mais aussi notre conception en fait de ce que c'est que la lutte pour l'émancipation des femmes. Le mouvement communiste des femmes, il a, comme l'a dit Charlotte, été complètement étouffé par le stalinisme, qui par ailleurs a fait en sorte que tous les acquis de la révolution russe, tout ce que Charlotte vous a dit comme acquis sociaux pour les femmes et tout dans leur émancipation, il a pris grand soin de l'enterrer très très profond, toute cette partie d'histoire et tous ces acquis. Dans l'ensemble, en fait, l'impact du stalinisme avec le mouvement ouvrier n'a pas été à la hauteur des enjeux sur cette question-là. Et en fait, ça a eu pour conséquence que ce terrain, il a été occupé par la petite bourgeoisie et même en fait la bourgeoisie.
en conséquence du stalinisme et de ce que je viens de vous expliquer, en fait, il y a des courants politiques qui se sont développés dans les années 60, dans les années 70, qui en fait nous expliquent que les femmes auraient des intérêts communs spécifiques dus à leur oppression en tant que femme, leur expérience en tant que femme, qui passeraient en fait avant les intérêts de classe, qui surplomberaient les intérêts de classe et la question de la classe, quoi. Ce qui en fait induit que pour ces courants-là, le mouvement pour l'émancipation des femmes devrait être un mouvement autonome des femmes dans leur ensemble, peu importe leur classe. Ces courants-là, en fait, la conséquence, c'est qu'ils séparent la lutte des femmes du mouvement ouvrier, de la lutte pour l'abolition du capitalisme, en fait, en plaçant la lutte pour l'émancipation des femmes sur le terrain de la lutte des sexes et de manière complètement interclassiste. Et ça pose un problème, en fait. Nous, on s'oppose complètement à ces logiques-là. À la guerre des sexes, on y oppose, en fait, la guerre de classe. Pour nous, l'oppression des femmes, le patriarcat, c'est intrinsèquement lié à l'oppression capitaliste, parce que le capitalisme se nourrit des oppressions qui divisent la classe ouvrière. C'est pour ça qu'on dit qu'il n'y a pas d'émancipation des femmes possible sans une révolution qui abolisse le système capitaliste. Cette révolution-là, par ailleurs, elle ne peut être menée que par la classe ouvrière dans son entièreté, les femmes et les hommes dans la classe ouvrière. La seule manière d'obtenir la véritable émancipation des femmes est donc de s'organiser en tant que femmes, certes, mais dans la classe ouvrière, en lien étroit avec le reste du mouvement ouvrier, dans les partis. Dans l'histoire, on voit là, par tout le retour un peu qu'on a fait, que la cause des femmes, de leur émancipation, a été le plus avancée quand en fait c'est le mouvement ouvrier qui l'a prise en charge. Le droit à l'avortement, qui est obtenu en 1920 en Russie, qui est une avance colossale par rapport aux pays capitalistes. La France, c'est dans les années 70, quoi, pour faire une comparaison. Toutes ces mesures en fait, pour libérer les femmes des obstacles qui les empêchent en fait, matériellement d'être égales aux hommes et de participer à l'élaboration et la construction d'une autre société, ça a été central en fait. Et c'est ça qui a fait avancer en fait, la question de l'émancipation des femmes. Et ça a été pris en charge par le mouvement ouvrier, notamment au sein de la Troisième Internationale. Donc c'est voilà, les tâches ménagères, la garde des enfants, mais en fait toutes les barrières en fait, de la famille, l'analphabétisme, etc. Le moment en fait où les femmes elles ont le plus avancé sur la question de l'émancipation, c'est quand elles-mêmes en fait aussi elles se sont organisées en tant que prolétaires dans les organisations révolutionnaires et notamment le parti bolchevique et l'internationale communiste des femmes. Cette histoire, en fait, elle nous donne un avant-goût de à quoi pourrait ressembler, en termes de progrès social, une société dirigée par notre classe. Plus en fonction des profits d'une minorité, mais en fonction des besoins de notre classe, de la satisfaction de nos intérêts, quoi. Et ça veut dire voilà, la prise en charge collective des tâches domestiques, qui avant avant qui pesait uniquement sur les femmes, tous les acquis sociaux, l'égalité et l'intégration des femmes dans tout le processus révolutionnaire, etc. L'internationale des femmes socialistes et l'internationale communiste des femmes, sur la deuxième et la troisième internationale, c'était des femmes en gros organisées pour l'émancipation des femmes dans une perspective communiste révolutionnaire, en conservant toujours une boussole de classe. Le choix de l'indépendance de classe, il est extrêmement important, même pour nous aujourd'hui, dans l'intervention qu'on a sur la question de l'émancipation des femmes. À l'époque, elles auraient pu se dire que comme les femmes étaient tellement opprimées, qu'en gros il fallait se fondre dans les mouvements féministes bourgeois. Mais en fait, c'est carrément l'inverse qu'elles ont fait. Elles ont pris de la distance, elles se sont organisées indépendamment des femmes bourgeoises. On ne fait pas partie de la même classe, on n'a pas les mêmes intérêts, on n'a pas les mêmes objectifs, donc on n'a pas les mêmes organisations en fait. Et ça, c'est central. Zetkin et les militantes du mouvement des femmes communistes, elles nous donnent une leçon d'indépendance de classe. Les militantes de l'époque, elles ont réussi à se retrouver en pointe du mouvement pour l'émancipation des femmes, parce qu'elles ont mené une politique offensive, de manière évidemment indépendante, de la bourgeoisie, en dédiant des moyens et des instances spécifiques, en formant des militantes à être des cadres révolutionnaires pour organiser les femmes à une échelle de masse, les regrouper autour des bases de classe, etc. Le mouvement féministe, il doit être en fait le mouvement de notre classe dans son ensemble, en délimitation claire avec la bourgeoisie. Et ça, c'est un truc qu'on doit nous aussi avoir pour notre propre intervention et notre propre orientation. Cette intervention spécifique qu'elles ont menée auprès des femmes avec les moyens et les instances spécifiques était voilà, complètement, totalement intégrée à tous les niveaux du parti et de l'international.
Voilà, c'est ce que disait Charlotte, la structure du GNODEL et son équivalence dans les autres partis, comme instance intégrée au parti bolchevique, c'est l'illustration et la démonstration que la lutte pour l'émancipation des femmes, elle est intégrée à la lutte révolutionnaire, mais aussi qu'elle doit être, en gros, intégrée et prise en charge par le mouvement ouvrier dans tous ces cadres. Et d'ailleurs, les militantes qui ont fait cette tâche d'intervention auprès des femmes et tout, elles ne faisaient pas que ça, cette intervention spécifique. Elles ne se sont pas spécialisées dans leur intervention auprès des femmes, mais en fait, cette intervention-là, elle n'était pas coupée de l'activité du parti dans son ensemble, dans l'intervention auprès de la classe ouvrière tout entière et tout. Au contraire, en fait, leur intervention spécifique auprès des femmes était subordonnée à l'activité du parti, l'intervention auprès de la classe ouvrière de façon globale. Mais tu avais un niveau quand même d'autonomie importante, et en faisant le choix conscient de former des militantes à être des cadres révolutionnaires quand même. Et si cette activité-là, elle a pu être menée avec autant de succès, c'est aussi parce qu'il y avait le soutien et l'appui de la direction centrale qui considérait l'intervention parmi les femmes comme une tâche centrale. Et par ailleurs, on remarque d'ailleurs que le mouvement communiste des femmes, il recule dès que l'appui de cette direction centrale lui est retiré par l'arrivée du stalinisme, etc. Puis surtout, il y avait une compréhension en lien en fait, avec la politique de la Troisième Internationale que pour obtenir la libération des femmes, il fallait œuvrer à l'extension de la révolution dans le monde entier en fait. Et c'est pour ça qu'elles ont déployé une énergie absolument phénoménale pour regrouper les femmes travailleuses à l'échelle de masse dans une organisation internationale pour coordonner toutes leurs activités. Alors voilà, c'est ce que disait Charlotte avec leur journal, leur intervention spécifique dans tous les pays, la traduction du GNODEL dans tous les partis, etc. Pour coordonner cette activité-là et cette intervention. Sous la Troisième Internationale, tu as une équipe de dirigeantes, donc Zetkin, Kollontai, Inès Armand, etc., qui coordonnent et co-dirigent l'intervention dans tous les pays et qui sont là parce qu'elles s'appuient sur une armée de militantes qui, pour la plupart, sont restées inconnues, etc., mais qui formaient en fait réellement des bataillons de travailleuses révolutionnaires de choc partout dans le monde et qui comprenaient que l'émancipation des femmes, elle pourrait être atteinte que par la révolution et le renversement du capitalisme pour l'instauration d'une société communiste, quoi. Et en réorganisant entièrement la société selon les besoins et non plus selon le profit des capitalistes, la révolution prolétarienne, elle permet de poser les bases de cette société-là, complètement libérée de l'exploitation, mais aussi de toutes les oppressions dans son entièreté, quoi. C'est-à-dire plus de droits pour les femmes, mais aussi des conditions matérielles pour exercer ces droits, pour avoir accès à la vie politique et donc en s'émancipant des tâches domestiques. Et voilà, l'expérience de la révolution russe et ce qui s'est fait en Russie, c'est l'illustration de ça, quoi. Et ça nous permet de matérialiser ce que c'est qu'une véritable politique de lutte de classe pour l'émancipation des femmes. Nous, c'est dans cet objectif-là qu'on milite au NPR, en fait. C'est construire un parti de militants et de militantes qui sont capables de se saisir de ces questions-là à bras-le-corps, capables de proposer des politiques aussi bien pour lutter contre l'oppression des femmes, mais aussi pour renverser le capitalisme, quoi, et intervenir dans ces luttes-là. Et c'est pour ça que nous, on cherche aussi à convaincre de nos idées, à recruter des militants et des militantes, à faire progresser le niveau de conscience des classes sur ces questions-là, sur la question de l'exploitation, sur la question des oppressions, évidemment. On veut convaincre en fait que c'est la classe ouvrière qui est la seule capable de renverser le capitalisme et de bâtir une société libérée de l'exploitation et de toutes les oppressions.